Bertrand Lachat. Are you ready? 1, 2, here we go. Quelle folle nuit! Pas de danse esquissée sur le seuil des boutiques et regards échangés, posés sur les objets. Oh yeah. La musique glissait sur les meubles et faisait de Saint-Ouen un foisonnement. Un soir d'automne, c'était la fête annuelle des puces. Mais en ce vendredi matin, les 11 marchés que compte le site 7 hectares ouvrent leurs portes pour 4 jours. Bon appétit. Merci Yvette. Ça va bien? Ça va bien et vous? Eh bien, ça va. Si je comprends bien, vous êtes la vedette du jour. Non, je ne suis pas la vedette. Moi aussi. Mais j'aiguille, c'est le marché. Au marché Biron, Yvette nous conduit parmi les écritoires, secrétaires, acanthes, encoignures, miroirs, dorures, d'un style qu'elle affectionne. Tu vas bien? Toi quand même? Tu veux un carreau de chocolat? Non, merci. C'est toujours un très beau marché de Napoléon III. Des beaux tableaux, des très beaux meubles, enfin plein de choses extraordinaires. Ça vaut les musées, hein. Les gens vont dans les musées, il faut mieux venir ici, hein. Alors c'était là. Ce stand numéro 7. Là où elle fit ses premiers pas devant la boutique de ses parents. Eh bien, c'était moi quand je commençais à faire du vélo et j'ai appris à faire du vélo ici. Son père fut l'un des fondateurs du marché en 1925. Voilà. C'est amusant, hein. C'est dans le bureau. Donc là, c'est vous. Et à côté, il y a un petit garçon. Oui, bah, c'était le fils d'une marchande. Paris, c'est la tour Eiffel, dit la chanson. Mais Paris, c'est aussi cette suite d'éventaires hétéroclites que l'on a baptisé le marché aux puces. Les puces furent d'abord le lieu des chiffonniers. Celui où, en 1870, ils vendaient les fruits de leur quête nocturne au hasard des objets jetés aux ordures par les Parisiens. 15 ans plus tard, la ville de Saint-Ouen décidait d'assainir le quartier, demandait aux marchands de s'acquitter d'un droit pour revendre. Dès 1918, Romain Jules Vernaison obtenait la concession du terrain qui porte encore son nom pour y construire les premières baraques. Presque rien n'a changé. Choc des époques et décalage. Dans son stand allée numéro 10, Michel a glané à travers la France des dizaines de cruches émaillées et de moulins à café, dont les plus anciens remontent au règne de Louis XIV. Ah, c'est toute la France qui est là. Là, Toute la France, oui. vous pouvez nous montrer? Oui. Alors, un moulin, ça commence à 35 € chez nous. Tout le monde plus en payeur. Et ça peut aller loin? Et ça peut monter jusqu'à 800, 900 000 €, 1 million d'euros. Non. Une amplitude de prix capable de satisfaire la simple nostalgie comme l'accès de folie. À quelques mètres, un spécialiste des interrupteurs ou des suspensions. À chacun sa chasse au trésor. Alors ici, on trouve aussi des caméras. Regardez ce que nous avons déniché. Caméra Super 8, années 70. Donc on va prendre une pellicule. Hop, c'est ça. C'est presque 3 minutes d'image. On va y aller. Dans l'œil des années 70, qu'y a-t-il? Un cheval de bois dont la teinte gazon trahit des mois de cavalcade? Un acheteur pressé de traverser les jours pour habiller ses nuits au hasard? Chapeau de feutre et longue manche. Une transaction dont le flou artistique jette un voile pudique sur peut-être une affaire. Le cliquetis du moteur de la caméra, comme une horloge à remonter les heures, nous propulse d'un coup dans le grain du passé. Lumière jaunie et formes incertaines, pêle-mêle. Elle semble nous apostropher ces choses oubliées, prêtes à traverser les années pour rejoindre la pénombre d'un garage ou d'une cave déjà croulante sous les trouvailles. La lumière d'un salon, peut-être, pour quelques centimes ou des centaines d'euros. Au bout de la pellicule, des ombres, les nôtres, comme un réveil. Le bruit a changé. C'est la fin de la bobine. En lisière du boulevard périphérique, les marchés sont autant de bulles de curiosité. Grouillante abondance à Vernaison, puis à Paulbert-Serpette, 300 mètres plus loin. Haut de gamme et sélectif. Grégoire y passe tous ses week-ends pour acheter un peu
rêvé beaucoup. Moi, j'ai une petite passion parce qu'il a 2 stands pour les couverts en bambou. Mais ça, c'est tellement iconique, ces fauteuils. Là, on arrive à Maison Jaune. J'ai repéré tout à l'heure ce tout petit canapé qui, lui, je trouve très, très élégant. Ça, c'est vraiment chic, je trouve. Je trouve ça très chic, c'est très, très chic. Trop chic, même devant une fenêtre. Ah oui, très chic. Avec du crin. Crin, ce qui est encore plus chic. Ça, vous l'avez trouvé comment? Où est-ce qu'on trouve des choses comme ça? C'était dans une banque à Colmar. Ils font C'était plus dans ça. le hall. Bah ouais, mais quand on pense, voilà, moi, ma banque aujourd'hui, c'est que des meubles dégueulasses. Il n'y a même plus de comptoir en marbre. D'ailleurs, il n'y a plus personne, de toute façon. Vrai Au moins, il y aurait ça, au moins, je saurais à qui parler, quoi. Je pourrais patienter. Et je comprendrais pourquoi ils prennent tant d'argent. Plus de 1000 meubles et objets transitent chaque week-end par les puces de Saint-Ouen. Un décor. C'est un décor de cinéma, on a beaucoup tourné de films ici. Hein. Faut pas oublier qu'un marchand, c'est avant tout un acheteur, c'est pas un vendeur. Ce qu'il veut, c'est alimenter sa passion, acheter la pièce qui lui plaît, la pièce qui le fait rêver, pour la transmettre et la revendre. Et donc, plus on achète, plus il faut dégager de la trésorerie, donc il faut vendre et ainsi de suite. Ouais, j'ai toujours dit que le samedi dimanche, quand les marchands sont là, ils ont fini de travailler. Jérôme, lui, commence au marché Dauphine. Son travail est un éloge à la lenteur, à la recherche du détail. Diplômé de l'école du Louvre et restaurateur de photographie, il est passionné de daguerréotype, ce procédé mis au point par Nicéphore Niepce et Louis Daguerre à partir de 1830. Une image produite sans négatif, sur une surface d'argent polie comme un miroir et exposée à la lumière. Ce qui fascine Jérôme, c'est son extrême fragilité. Si vous voulez, vous avez un plan blanc ici, et si je passe le doigt, j'ai l'image au bout du doigt. Donc ça explique pourquoi les daguerreotypes sont tous protégés par une plaque de verre. Jérôme en vend et en crée comme ce combat surréaliste. Donc ça, c'est le combat entre un homard et un crabe que j'ai fait en studio, dans mon atelier. Et cette image a été complètement retravaillée au pinceau pour créer des petites cavités dans l'arrière-plan, créer une certaine profondeur. Mais pour approcher davantage la douce folie qui anime certains marchands, il faut suivre Leïla, ou plutôt essayer. Enfin, la grotte, la pièce, l'antre, la voilà. C'est la grotte parce qu'il y a un côté, vous avez vu, c'est un petit peu caché. Dans le marché Dauphine, je suis un petit peu cachée, c'est un peu sinueux. Il y a la hauteur sous plafond qui est un peu importante. Des centaines de matières, de motifs, de costumes, d'étoffes du monde entier. C'est un objet, c'est du textile brodé. Il faut que je mette sur... C'est trop vif. Regardez ce galon. C'est vrai que la forme... Ne pas perdre le fil des tissus anciens, ni celui des mots. Ils s'entrechoquent tant Leïla partage, intarissable, sa fascination pour le monde du textile. Mais finalement, certains experts ou marchands ressemblent beaucoup à ce qu'ils font. Et moi, je trouve que dans le textile, il y a l'idée du voyage. Il y a l'idée du volume. C'est petit. Ça, c'est une étole brodée 17e, une étole pastorale. Mais voici encore plus ancien. Ça, c'est un médaillon copte, totalement reconstitué. 5e siècle après Jésus-Christ. L'enthousiasme révèle les passions. Celle de Bertrand, notre caméraman, filmé à son tour par Leïla. Et moi, dans ma région, donc dans la région de Roanne, à la frontière de la Loire, de la Saône-et-Loire et de Lyon, il y a encore à Chauffaille, le musée de la soierie et du tissage. Entre deux prises de vue. Et vous me laisserez vos coordonnées, puis je vous enverrai quand je retournerai dans mon village. Je prendrai le prospectus du musée de la soierie. Mais avec plaisir. Vous penserez à moi quand vous verrez des tissus anciens? Ben oui, parce que Non, mais... J'en manque. Chaque marché dispose de sa propre direction. Édith Laurie dirige Dauphine depuis 8 ans, 3000 mètres carrés sous verrière et plus de 150 marchands. Un gobelet de perles, c'est 5 €. Mais à côté des petites choses, il y a aussi les rencontres,
Bonjour David. Ça va? Bonjour Nasser. Voilà. Et l'inattendu. Jean-Paul, on vient te faire une petite visite. Alors ça, c'est une petite table de la Banque de France, une table de tri. C'était pour trier les monnaies quand elles étaient un peu esquintées. Et puis après, celles qui n'allaient pas, et puis la poussière, ça allait là. Mais là, ça nous sert de comptoir. Voilà. Cette table-là, elle vient d'où, par exemple? Celle-ci, elle vient de comment? Du Puy-en-Velay. Rachetée à une succursale de la Banque de France, elle servait à compenser les chèques. La compensation des chèques, ça voulait dire qu'il y avait 6 banques autour de la table. Et puis, on faisait les comptes à la main avec les manchettes. Et puis, on compensait les chèques d'une banque à l'autre. Et puis, à la fin, il y avait un compte qui était fait et on se redistribuait sûrement de l'argent ou des choses comme ça. À quelques mètres, William, autre marchand, nous livre son coup de cœur. Et quelle est la pièce que vous préférez là? À l'heure actuelle, j'aurais peut-être un penchant pour ce petit lustre qui sort vraiment de l'ordinaire en termes de qualité, en termes d'ancienneté. Et en plus, il n'a jamais été électrifié. C'est un lustre 18e. On a des stocks de pièces. Fixer la transparence du verre, les reflets cristallins s'y perdre. Imaginer une salle de bal ou de banquet exclusivement éclairée à la lueur des bougies. Ombre furtive dans le grand salon d'une propriété au XVIIIe siècle. Fermer les yeux, puis les rouvrir rue des Rosiers, comme un nomade. En ce dimanche après-midi, les notes de jazz manouche se mêlent au crissement métallique des stores sur les marchés, au regard nostalgique pour refermer la parenthèse. C'était un beau week-end.